Bon, après 2 ans de la Révolution, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu 2 moments importants, que je considère en tout cas importants. La première période, avant les élections du 23 octobre, après un certain cafouillage, il y a eu, je dirais, une vision relativement claire qui s'articulait autour de l'organisation des élections du 23 octobre, à savoir les élections de l'Assemblée nationale constituante. Mais après le 23 octobre, c'est un autre moment que je qualifierais plutôt de confusion, dans la mesure où jusque-là, on n'a pas encore de véritable boussole. La Constitution traîne à être rédigée. Nous n'avons pas encore une idée précise de la configuration que prendra les prochaines élections, c'est-à-dire le code électoral, l'infrastructure même, le mode de scrutin. Tout ça reste encore du flou. Donc je dirais que autant la première étape a été traversée dans des conditions relativement normales jusqu'aux élections du 23 octobre, autant l'étape actuelle demeure assez ambiguë, pour différentes raisons d'ailleurs, qui tiennent, je dirais, à une expérience complètement inédite, à savoir le fait d'élire une constituante pour leur demander de rédiger la Constitution. Évidemment, on ne peut pas leur fixer un délai, dans la mesure où, dans la rédaction de la Constitution, il y a aussi, je dirais, un lot d'imprévus qu'il faut gérer aussi, d'autant plus que cette Constituante se trouve également amenée à voter des lois et également à superviser le travail du gouvernement. Donc, ce qui fait une surcharge qui se trouve soumis au travail des députés de la Constituante, et auquel cas encore, je constate, en tout cas je ne suis pas le seul à le dire, qu'il y a une certaine confusion qui découle par l'absence d'une vision claire. Nous n'avons pas de véritable boussole pour savoir quand auront lieu les prochaines élections, quelle sera la nature du régime politique et dans quelles conditions elles se dérouleront. Le paysage médiatique dans son ensemble est caractérisé par ce que j'appelle un paradoxe. C'est que autant il y a une dynamique qui s'est créée à travers cet acquis considérable qui existe aujourd'hui en Tunisie de la liberté d'expression. Donc nous avons de plus en plus de titres qui apparaissent. Il y a aussi de nouvelles stations de radio, de nouvelles stations de télévision qui commencent. Donc il y a une dynamique qui s'est installée dans ce paysage médiatique. Mais dans le même temps, il y a une absence totale de cadre juridique et institutionnel. C'est que depuis le 14 janvier, toute la législation qui régissait le monde des médias a été abrogée. Il n'y a plus de ministère de la communication, et c'est tant mieux. Mais en parallèle, il y a un vide juridique et institutionnel qui s'est installé. Et vous savez que tôt ou tard, il faut combler ce vide. Alors dans cette perspective, avec des membres du comité des experts de la haute instance pour les acquis de la Révolution, mais également avec l'instance pour la réforme de l'information et de la communication, nous avons élaboré des textes juridiques, essentiellement les 2 décrets-lois 115 qui portent sur la liberté de la presse, écrite et électronique, et le décret-loi 116 qui porte sur la liberté de la communication audiovisuelle et qui stipule entre autres la création de la haute autorité pour la communication audiovisuelle, qui devrait faire office d'instance de régulation. Or jusque-là, jusque je dirais au 17 octobre 2012, il y avait une absence de la part du gouvernement de vouloir activer ces textes qui pourtant ont été promulgués au journal officiel. Mais depuis le 17 octobre, une déclaration a été faite par les 3 présidents, ce qu'on appelle la Troïka en Tunisie, d'activer ces 2 décrets-lois. Personnellement, je me réjouis, mais il faut voir comment allons-nous les activer. C'est-à-dire, comment allons-nous appliquer ces décrets-lois, de fait, concrètement, quelle serait la configuration de cette haute autorité pour la communication audiovisuelle, car il est clair aujourd'hui, je dirais, la problématique qui se pose dans les médias aujourd'hui, c'est que nous devons, par tous les moyens, assurer l'autonomie des médias et du champ médiatique dans son ensemble par rapport
non seulement au pouvoir politique, mais également toutes les puissances de l'argent. Il faudrait que ces médias disposent d'une certaine autonomie, juridique certes, mais également il faudrait qu'il y ait un cadre institutionnel qui garantisse non seulement la liberté d'expression, mais qui nous assure aussi un minimum de transparence dans les sources de financement, la circulation de la publicité, etc. Et tout ça devrait être du ressort d'une instance publique indépendante et non pas d'une autorité gouvernementale, comme ce fut le cas précédemment dans tous les gouvernements successifs en Tunisie. Donc c'est sur quoi nous visons à l'heure actuelle, cette mise sur pied de cette haute autorité de la communication audiovisuelle, qui sera une première en Tunisie, et qui, dont je connais un peu les textes, s'inspire largement d'ailleurs des instances de régulation telles qu'elles existent dans les pays démocratiques. Donc nous essayons tant bien que mal, mais il faut dire que nous sommes en train d'instaurer une nouvelle culture qui jusque-là était totalement méconnue en Tunisie. C'est le rôle d'une instance publique de régulation, mais également une notion toute nouvelle qui commence à fleurir en Tunisie, c'est cette notion de service public des médias audiovisuels publics. Qu'est-ce qu'on entend par service public? Mais nous avons également introduit une autre disposition fondamentale dans le paysage audiovisuel. L'article 2 du décret-loi 116 l'énonce explicitement, c'est la création des médias associatifs, qui était une notion totalement inconnue, méconnue en Tunisie. Il est de ressort maintenant des associations de créer des médias, en l'occurrence des radios, mais on attend également les différents décrets d'application pour définir ce qu'on entend par médias associatifs et voir aussi toutes les conditions requises pour qu'une association puisse disposer, par exemple, d'une station de radio.